écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans Radio Ma'arif. Il y a toujours des choses à raconter, il y a toujours des gens pour nous les raconter, et il y a toujours de l'intérêt pour ce que nous racontent tous ces gens-là. Aujourd'hui, je suis avec, non pas un spécialiste, mais deux. Je suis avec le professeur Abdelwahad Bensar, patron de l'INSAP. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Alors, l'INSAP, c'est l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Absolument. Nos auditeurs vous connaissent parce que vous êtes l'homme d'Iroud. Enfin, pas vous. Ça, vous avez bien vieilli. Vous êtes resté jeune. Mais vous êtes celui qui était dans la délégation, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, l'équipe qui a déterré l'homme d'Iroud et fait reculer l'Homo sapiens de 100 000 ans. C'est bien ça? Absolument. Voilà. Et donc, on est de retour chez vous. Bienvenue. Merci de nous recevoir. Et vous êtes en face de Abdallah Fili, habitué de nos services. Marhaba. Ça va? Très bien. Voilà, aujourd'hui tu es là en tant qu'archéologue. Exactement, comme toujours. J'ai pas changé de casquette depuis. Bon, eh bien, écoute, on est là pour parler des fouilles à Sigil Massa. Alors, on est très content de savoir que c'est parti. Vous êtes mis à farfouiller cette zone. La dernière fois que tu nous en parlais, c'était toi, Abdallah Fili, et tu nous disais que Sigil Massa était super intéressante déjà dans l'histoire du Maroc, le port saharien, la cité perdue, et qu'elle était très intéressante du point de vue archéologique parce que il n'y avait pas de ville qui a été construite au-dessus. Contrairement à Marrakech, Fès, enfin des sites qui ont une importance dans notre histoire, mais c'est difficile d'aller farfouiller vu que au-dessus il y a des constructions. Sigil Massa n'était pas construite au-dessus, donc Sigil Massa était intéressante, et on est là aujourd'hui pour que vous nous racontiez pourquoi, comment et qu'est-ce que vous attendez des fouilles qui ont repris. Si Abdelwahad, je vous écoute. Très bien. Je crois que le premier point à souligner, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que Sigil Massa c'est un site qui est important. Il est important pour tout ce qu'il incarne. Et comme disait Roland Messier, Dieu et son âme, Sigil Massa, la cité de l'or. D'accord. C'est dire l'importance de cette cité, notamment qui a joué un rôle fondamental dans les échanges caravanières au XIIe siècle et même au-delà. Alors, il convient de dire d'abord que la cité de Sigil Massa, il était fondée en 757. Ça, c'est Abdallah mieux placé pour en parler par rapport à ce volet. Donc, fondé en 757 par les Midrarides, en tant que principauté dans cette région du Tafilalet, au sud-est du royaume. Alors, depuis cette fondation, Sigil Massa était voué, disons, un avenir, je dirais, prospère pendant au moins les 250 ans qui suivirent cette fondation. C'est-à-dire jusqu'à l'an 1000, quoi. Voilà, jusqu'à l'année... On arrive aux Almoravides. Absolument. Les Almoravides qui vont reprendre la ville. Absolument. Donc, surtout par rapport à son rôle de carrefour, et ce carrefour qui dominait le commerce de l'or. Et je reviens à ce que j'ai cité tout à l'heure par rapport à Roland Messier. Vous vous rendez compte, quand vous nous parlez de cité de l'or, de port saharien, vous êtes en train d'allumer tous les warnings dans la tête des gens qui fantasment. C'est-à-dire que il y a quand même une puissance, que ce soit dans le nom de Sigil Massa, dans l'évocation de l'or, des caravanes, de commerce transsaharien. On a l'impression d'être dans un monde vraiment dont les images sont puissantes, quoi. Ça mérite. On va dire que ça mérite parce que c'était un point, je dirais, central dans les échanges qui s'effectuaient entre les villes de Fès, les villes de Tlemcen et puis le subsaharien. Subsaharien, d'où l'on extrait à l'époque l'or, il venait de là. Il transitait par Sigil Massa pour aller dans d'autres contrées du nord. Alors, ce qui nous intéresse, si vous voulez, c'est que sur le plan archéologique, on va dire que il est attesté maintenant que Sigil Massa regorge de témoignages importants qui attestent de l'alternance de plusieurs phases de destruction et de périodes de construction ou de reconstruction. Attesté depuis la fondation de la cité jusqu'à la dynastie alawite, jusqu'à l'avènement de la dynastie alawite. Alors chaque dynastie a dû laisser des traces matérielles telles que un supposé Ksar qui remonte au Xe siècle, tels que des kasbahs qui remontent ou qui sentent l'œuvre des Almohades, et puis d'autres témoignages, notamment au XIIIe et XIVe siècle avec les Mérinides.
Et puis, bien entendu, ça continue jusqu'aux Alaouites à partir du XVIIe siècle. Le point le plus important à souligner, c'est que, disons, identifier et étudier le précieux potentiel archéologique de ce site, de notre point de vue, est fondamental. Alors, il est fondamental et c'est une prise de conscience qui ne date pas d'aujourd'hui, mais l'importance de ce site, il a été, disons, considéré déjà depuis le milieu du XIXe siècle. Les premières... Mais justement, ça me fait forcément vous poser une question. Ça commence en 757, mais ça se termine quand en fait? Puisque déjà au 19e siècle, ils voulaient faire des fouilles. Ça veut dire que ça avait déjà fini depuis longtemps. Donc c'est une cité qui s'est éteinte il y a longtemps. Non, qui a fonctionné en quelque sorte avec une réduction du périmètre urbain, etc. Pratiquement, qui a fonctionné jusqu'à la fin du 19e siècle. Les dernières... Parce que ce que j'ai compris de ce que dit ici Abdelwahed, c'est qu'au 19e siècle, ils voulaient faire des fouilles. Oui, mais en fait, pas de fouilles, mais d'intérêt à l'histoire, en fait, de l'histoire de la cité. C'est ça. Vu son passé, etc., etc. Ce qui suscite l'intérêt, c'est c'est tous les niveaux on va dire, du savoir. Ça va de la pensée, l'économie, l'urbanisme, la médecine, la religion, etc. Cette cité permet d'approcher ou d'avoir les éléments qui permettent d'approcher ces aspects. D'où justement son intérêt. Alors, au milieu du 19e siècle, c'est pas une véritable exploration archéologique, mais c'est juste un intérêt avec des moyens d'exploration de l'époque. Quelque chose de structuré. C'est les Marocains qui vont faire ça? Non, c'est les Français. Non, les premiers, c'est les Français. Au vu de leur présence en fait en Algérie. En Algérie. D'accord. Donc, pour avoir quelque chose de plus ou moins structuré, même si c'est pas tout à fait ça, il a fallu attendre les années 1970. Plus exactement entre 1971 et 72, avec le travail conduit par l'Italien Boris de Rakowitz pour le compte d'une fondation, à savoir la Fondazione Keimer, qui est italienne. Alors, ce qu'il faut quand même regretter par rapport au travail accompli par Boris de Rakowitz, c'est que les résultats trouvés n'ont malheureusement pas été publiés ou publiés de manière sommaire. Ce qui est regrettable par rapport à tout ce au travail qu'il a, regrettable pour nous, pour le travail ou la quantité ou l'important travail qu'il a conduit sur le site. Quelques années plus tard, plus exactement en 1974, c'est un autre explorateur, mais cette fois-ci il est marocain, j'ai nommé Mohamed Ben Chemsi, qui était à l'époque l'inspecteur des monuments historiques de la région de Meknès-Tafilels. Et lui, il a effectué plusieurs sondages dans le site, mais là aussi, fait à regretter, c'est que nous n'avons rien n'a été publié de ce qu'il a fait. Ce qui est regrettable là aussi pour nous. Dans l'approche de ce site, au-delà de ce qui s'est passé dans les années 70, il a fallu attendre pratiquement un quart de siècle pour voir se mettre en place enfin un travail dans les règles de l'art, avec la mise en place d'un programme, proprement dit, un programme de recherche qui engage 2 établissements qui sont spécialistes ou qui sont voués à ce genre de travaux. En l'occurrence, l'université Middle Tennessee State. C'est celle de Ronald Messier. Absolument. D'accord. Ronald Messier qui était le représentant de cette université dans le cadre d'un partenariat avec l'INSAP. Et l'INSAP est impliqué pour la première fois dans ce site en tant qu'établissement dont la vocation est la formation et la recherche dans les domaines de l'archéologie à l'échelle nationale. Donc ce programme est mis en place en 1988 sous l'appellation MAPS, qui était l'abréviation de Moroccan American Project at Sijil Massa. Et ce programme était resté là jusqu'en 1998. Donc pendant une dizaine d'années, des travaux auxquels avait participé d'ailleurs c'est Abdallah Filli, ont conduit à la publication de plusieurs articles qui présentent un intérêt pour la communauté scientifique, mais aussi et surtout la publication d'une monographie intitulée The Last Civilized Place, Sijil Massa and its Sahara Destiny. Cette monographie est parue en 2015
Et c'est une monographie qui relate beaucoup de faits archéologiques, certes, mais qui s'appuie également, et voire surtout, sur les sources anciennes, comme l'historien et géographe al-Bakri, Ibn Khaldoun, Léon l'Africain, Ibn Battuta et j'en passe. Alors pour ceux que cela intéresse, ce travail publié en 2015 en anglais vient d'être traduit par Rita Stirn. C'est le livre qui a été publié récemment. Tout à fait. Oui. Mais, publié en 2015 en anglais, il vient d'être traduit par en français. Marron. C'est ça. Voilà. Oui. C'est ça. C'est un livre, je précise parce que je l'ai lu, c'est un livre qui est grand public. C'est ça. On est devant une histoire romancée. Tout à fait. C'est agréable à lire, c'est Oui. une Tota qui arrive dans la cité, Exact. qui la décrit, etc. On n'est pas je précise pour les gens qui s'intéressent, on n'est pas devant un travail aride universitaire. Ça fait rêver, quoi. C'est Voilà, ça, exactement. voilà. C'est l'idée même qu'Oron Messier se fait de l'écriture, parce qu'il considère qu'il ne faut pas justement cantonner le public qui s'intéresse à l'archéologie dans une description archéo. Il y a de l'humain, ouais. Voilà, il y a de l'humain, il y a de l'aventure, il y a. Exactement. C'est bien ça, Tota qui veut traverser, et puis il est pris par une tempête. Exact. Voilà. Oui. Ce qui est aride, on va le retrouver dans les articles. Exact. Les articles éparpillés. Non, Académique. Académiques, tout à fait. Ah, surtout pour la région, ça peut être aride. Chose que Ron Messier n'avait pas mis de côté, bien au contraire, Oui. plusieurs articles qui présentent un intérêt fondamental pour cette époque-là ont été publiés. Alors, un passage à vide, disons, De 98. de 98 jusqu'à l'année 2012 a eu lieu. Et ce n'est qu'à partir de cette année-là, 2012, qu'un autre partenaire important allait entrer dans l'arène pour poursuivre le travail accompli dans le cadre du MAPS. Il s'agit d'un nouveau partenariat que nous avons entre l'INSAP et l'Université de Toulouse-Le Mirail. Alors ce programme a été mis en place en 2012 et l'équipe conduite par l'Arbi Rbati et Xavier Fauvel a mené les travaux jusqu'en 2016. Et que ce que l'on peut dire par rapport à cela, c'est que à l'instar du travail accompli par Moroccan American Project, le programme conduit par l'INSAP et l'Université de Toulouse-Le Mirail ne démérite pas, en ce sens que d'énormes acquis sont enregistrés et qui sont par conséquent, on va les retrouver immortalisés dans cette monographie que nous venons d'ailleurs de publier dans le cadre de la collection VESAM de l'INSAP. Ça vient de paraître et l'avantage de cette monographie, c'est qu'on peut la télécharger pour ceux que cela intéresse à partir du site de l'INSAP, Très bien. www.insap.ac.ma. Alors, il va sans dire maintenant que, en dépit de l'engagement de plusieurs programmes de recherche, beaucoup de lacunes, malheureusement, dans la connaissance de ce site restent à combler. Bien plus, on va dire que la grande superficie de ce site, qui est classée à juste titre, fait qu'il est difficile, disons, C'est trop grand, quoi. c'est trop grand, absolument. On est dans l'ordre de 75 hectares. 75 hectares de potentiel vestige à extirper. À minima. À minima. Ouais. Donc c'est une grosse équipe, c'est un gros travail. Donc Alors, tous ces programmes qui ont eu lieu, que ce soit l'américain MAPS, l'italien des années 70, le français, enfin à chaque fois je dis français, c'est avec l'INSAP, de Toulouse, en fait ils le ont... MAPS aussi, c'est avec l'INSAP. Oui, non, bien sûr, l'INSAP c'est par défaut. non, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est qu'en fait, ils n'ont fait qu'effleurer en fait la richesse de ce qu'il y a là-bas. On est d'accord. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc en fait, le gros reste à découvrir. Reste à découvrir, et c'est la raison pour laquelle le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, qui est notre, disons, de notre tutelle, la tutelle de l'INSAP, a décidé d'ouvrir ce site à davantage d'équipes de recherche. De passer à une autre échelle, en fait. Passer à une autre échelle, c'est tout ça. à fait. Passer Être à une en autre échelle. mesure de couvrir Les 75 hectares. les 75 hectares, ou du moins le minimum, disons, ce qu'on peut. Alors pour ce faire, le ministère a lancé un appel international à manifestation d'intérêt dans l'espoir de mobiliser des équipes qui viendraient de différents pays amis, France, Italie, Espagne, Autriche, Grande-Bretagne, Canada, États-Unis d'Amérique, et j'en passe, dans l'espoir de monter des équipes mixtes avec comme partenaire représentant le Maroc serait de l'INSAP
Et puis le partenaire étranger sera représenté par une structure de recherche, disons, qui a la vocation de travailler sur le médiéval. Et c'est une première au Maroc. Et c'est une première au Maroc. Qu'est-ce qui est une tout à première? fait. C'est de faire appel à... De faire un diagnostic d'abord archéologique et de fonder en quelque sorte l'appel à la manifestation d'intérêt international à partir de les résultats de ce diagnostic. D'accord. Alors, on va parler du diagnostic, mais avant, pourquoi maintenant? Alors, il faut souligner que cet appel à manifestation d'intérêt n'est pas venu de rien. Mais il est motivé par, l'intérêt du site, c'est sûr, à travers le peu que l'on connaît, mais surtout sur la base d'un diagnostic qui avait été décidé. Un diagnostic, c'est quoi? C'est entreprendre une série de sondages à l'échelle du site. Le site qu'on a compartimenté en 5 secteurs. Et dans chaque secteur, nous avons un sondage qui est censé permettre de mettre au jour des vestiges qui seraient, je dirais, propres au secteur déterminé. Donc, à la lumière de ce que l'on va trouver au niveau de chaque secteur, c'est un moyen de faciliter l'approche par rapport aux équipes étrangères qui vont s'identifier chacune par rapport à un secteur déterminé et pour les vestiges qui le caractérisent. Alors, ces 5 secteurs, il y a notamment le secteur 5, qui est le Qsar al-Mansouria. C'est le secteur où se trouve Qsar al-Mansouria, qui est un secteur, on va dire, palatial. C'est ça. Donc avec un palais, c'est ça? C'est un lieu de pouvoir. C'est un lieu de pouvoir, absolument. Alors, les autres secteurs dans le site, ça va de 1 à 4. C'est des sites qu'on va retrouver un peu répartis et qui couvrent pratiquement le... J'ai une question peut-être faible, mais quand vous dites le secteur 5, c'est le secteur du pouvoir. Oui. Vous le savez déjà, en fait. On l'a confirmé. Il est confirmé par les sondages. Par ce diagnostic. Donc vous vous dites, parce que moi, faut m'expliquer, vous dites qu'en mettant les moyens, on va trouver un palais. C'est ça ce que vous dites? Exactement. Voilà. En tout cas, les éléments de la présence du pouvoir dans cette région. En fait, en ce qui concerne le Mansouria, par exemple, là où il y a Mansouria, il y a l'idée du pouvoir. C'est ça le premier constat. Comme ça, à partir du toponyme. Mais qui l'appelle Mansouria aujourd'hui? C'est vous? Ben non, c'est les gens sur place. Il s'appelle actuellement Qsar Mansouria. 1. C'est une légende. 2. On s'est dit, Mansouria, c'est un toponyme porteur. Excusez. C'est un toponyme porteur. D'abord, aujourd'hui, si je vais à Sidi Massa, je vais trouver un terrain vague, on est d'accord? Oui. D'accord. Mais vous demandez Qsar Mansouria, ils vous diront... Le terrain vague? Non, pas à l'extérieur. À l'extérieur. À l'extérieur de Sidi Massa. D'accord. Donc il y a des gens qui disent Hada Qsar Mansouria. Hada تيتسمى Qsar Mansouria. C'est un qsar comme tous les qsars, sauf qu'il s'appelle Mansouria. Wesh Kayban, est-ce que tu vois quelque chose? Bien sûr, non, il y a les habitants, il est habité. D'accord. Et donc à partir de là, on s'est dit Mansouria, c'est un toponyme porteur. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose? On est allé sur place. On a trouvé des vestiges d'une architecture effectivement de qualité, mais tardive. Alaouite. Ouais. On s'est dit, il faut aller voir les textes. En cherchant dans les textes, effectivement, on a trouvé un texte, notamment d'Ibn Khaldoun, qui parlait en fait de la mise en place d'une ville siège par les Mérinides, notamment Abou al-Hassan, en 1333-1334, pour monter le siège de Sidi Massa, où il y avait son frère qui a dû résister. Donc en fait, tu penses que le Mansouria, c'est l'extérieur de la ville qui a permis de faire le siège de Sidi Massa entre Abou al-Hassan et Abou Ali. C'est un travail de policier que vous faites. Ça, c'est nécessaire. C'est inhérent au travail d'archéologue. Donc, on a profité. Donc, il restait tellement longtemps le siège que qu'il a construit quelque chose. Exactement. Il a construit toute une ville. Donc on s'est dit, le départ était complètement aléatoire. Enfin, aléatoire, non. La toponymie, c'est un élément quand même fondamental dans l'étude archéologique. L'archéologue doit s'appuyer sur la ça. toponymie. C'est une science parce que les noms changent moins que les bâtiments. Oui, absolument. Je vois un Casa où on continue à appeler le stade d'honneur. Voilà. Alors que ça fait... Ils ont la tête dure, les toponymes. Jdida, il s'appelle Jdida aujourd'hui, mais Mazagan, il y a encore Mazagan. Mazeran, Qsar Al-Kbir, par exemple, il y a encore des gens qui l'appellent... Non, Qsar Soq Rachidia. Mais les vieux, par exemple, c'est toujours pour eux Qsar Soq, etc. Donc vous avez fait des sondages comme ça. Et voilà, on s'est dit, très bien, à partir des éléments et parce que nous avons, allez, on va sonder dans cet endroit. C'est toi qui étais? Exact, oui. Physiquement?
physiquement et intellectuellement. Et donc, on a fait les sondages, effectivement. Vous êtes une équipe de combien, par exemple Alors, c'est juste pour signaler que cet élément de diagnostic archéologique, c'est une première au Maroc qui est financée par l'État. C'est-à-dire, en fait, le ministère a décidé, avant de lancer un programme, Juste pour et là, rendre- en l'occurrence, c'est pour rendre à chacun ses responsabilités, on parle du ministère d'avant les élections de 2021. C'est ça, Oui. exactement. Voilà. Juste Exactement. pour qu'on soit précis, Oui. parce qu'il va sortir après les élections de 2021. Et moi, je dirais clairement... Faut dire la vérité. et c'est ça, et surtout rendre à César ce qui est à César, Voilà. et dire tout simplement que la décision de Monsieur le ministre de la Culture et du directeur de l'INSAP était absolument exceptionnelle. Tout simplement parce que, le Maroc n'a jamais fait ça. Deuxième élément, pour attirer les gens vers un site qui est effectivement fabuleux par son histoire, mais en fait, en réalité, qu'on ne connaît pas beaucoup. Même c'est si la cité mythique, les quoi. publications La cité perdue, sont multiples, etc., que ce soit avec le travail pionnier d'Oran Missier et de l'Arb Erbati ou de deuxième programme archéologique avec Xavier Fauvel et l'Arb Erbati, je veux dire par là que le site reste encore assez énigmatique, même pour nous, archéologues. Donc, combien de temps ont duré ces sondages? Donc on était, tu parlais Combien de du personnes, nombre, combien de temps, ouais. on était une dizaine de personnes. Une dizaine Et de personnes, notamment- y compris les ouvriers. Non, plus à peu près une quinzaine d'ouvriers. D'accord. Donc, Donc, ça fait 25 personnes. c'est ça. L'avantage, c'est que la majorité de l'équipe, c'est des professeurs de l'INSAP ou des lauréats de l'INSAP. Et surtout, ça c'est un point extrêmement important, c'est les étudiants de l'INSAP, soit au niveau master, soit au niveau doctorat. Donc, Et ça, c'est ça un- a duré quoi? Un mois, 15 jours? Non, même pas. Ça a duré moins de 15 jours. Ça a duré 12 jours plus précisément, mais avec un travail... Donc, vous de creusez, quoi. Enfin, vous creusez. C'est ça. Donc, toi, tu creuses, par exemple? Bien sûr. Avec quoi? On a utilisé au début l'appel mécanique comme il y a une stratigraphie sur ces Jules Massa. Il faut Et enlever une la première stratigraphie, voilà, les premières couches, il faut s'en débarrasser parce que ça prend du temps. Avec les apports des agents d'érosion, etc. Il y a une partie du sable, etc. Il faut se débarrasser des couches superficielles pour arriver au niveau stratigraphique. À partir du moment où on est sur des niveaux stratigraphiques, à ce Tu moment-là, enlèves la pelleteuse. voilà, Tu et on sors travaille le cure-dent. les pioches, La brosse à dents. les pioches, les pelles, D'accord. etc. Donc, ben, Hamad Yelek, tu sors la pioche. Ah ben c'est D'accord. sûr, Voilà. c'est nécessaire, sinon... Alors, sinon- qu'est-ce que tu trouves en 15 jours? Parce que là, je fais le naïf, mais en fait, on est à l'INSAP et au rez-de-chaussée de l'INSAP, il y a des objets qui ont été mis à l'air libre par ces 15 jours de sondage. Exactement, qui ont D'accord. été exposés, qui ont fait l'objet d'une Alors, beaucoup de exposition. céramique. Beaucoup de céramique. Il faut d'abord, déjà, rien que implanter, je ne sais pas comment tu vas faire toi personnellement, implanter des sondages de 3 sur 3. On s'est mis d'accord avec la direction de l'INSAP de faire des sondages de 4 sur 4 max. C'est-à-dire 16 mètres carrés. prendre Voilà. un carré de 4 sur 4 C'est Voilà. ça. et, Sur et d'y aller. descendre. C'est ça. Descendre, Et creuser. Sur 75 hectares, j'aimerais bien voir ta tête quand tu veux implanter 4 sur 4. Non, des mais c'est sondages de c'est 4 le sur loto, en 4. fait. Si tu mets celui qui est à côté, si ça se trouve, tu es le trésor almoravid. C'est exactement rien du tout. Rien du tout. D'accord. La déception de faire d'un archéologue, Mais est-ce c'est que tu as été déçu? absolument pas du tout. Parce que encore une fois, je fais le naïf, mais je t'avais au téléphone à l'époque. Oui. Tu étais ravi. Waouh, c'était Et ça vaut le exceptionnel. coup, ça vaut le coup. Oui, oui, Il c'était y a de quoi. exceptionnel. Quelle est la pièce principale que vous avez mis à jour? Alors tout est intéressant pour l'archéologue. Même d'ailleurs de ne rien trouver, c'est une information fondamentale pour nous. Parce que au niveau... Fondamental, mais il ne faut pas qu'elle arrive trop souvent. Non mais Faut pas non vous plus- imaginez Pas non plus en faire une habitude. dans un milieu urbain, c'est ça aussi qui est important, c'est que Une nous zone sommes vide, dans une zone une vide. archéologie urbaine, c'est-à-dire avec des strates, des occupations successives sur les 5 ou 8 siècles de l'histoire de la ville. Et donc trouver une place vide, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est une place publique, c'est un marché, Jardin. un jardin, et etc., etc. Mais en tout cas, tous les 5 sondages sont positifs. Et on est passé effectivement de 4 sur 4, de 16 mètres carrés par exemple, on a fouillé jusqu'à 50 mètres carrés par sondage. Parce Alors, moi, qu'il je vais- fallait je- élargir, etc., etc. Alors, donc, c'est 15 jours de travail.
Oui. 15 jours de travail au mois d'avril 2021 Oui, par une vingtaine de personnes. par une vingtaine de personnes. Voilà, moitié ouvrier, moitié spécialiste, c'est bien Oui, ça, oui. qui encadre. Et donc, je vais dire ce que j'ai vu, hein, un joli plateau, un plat almoravide, voilà, Oui. où il y a écrit dessus Lyoum, Oui. voilà, parce que j'ai incapable de lire ça, mais toi, tu arrives à le lire, voilà. Beaucoup de lampes, Oui. lampes à huile, Oui. des pièces, plutôt alaouites, Oui. voilà. Quoi d'autre? Alors, il y a du plâtre, par exemple. Et maintenant, on sait que Sigil Massa est un centre de production de plâtre. Vous avez vu les plâtres à la Midrarid. Midrarid, donc c'est la première. C'est la fondation de Sigil Massa. C'est 750, quoi. C'est 8e siècle, 8e, 9e siècle, jusqu'au plâtre d'époque mérinide, 13e, 14e. D'accord. Et bien évidemment plus tard, des plâtres alaouites, parce que la cité est encore occupée à l'époque alaouite. Les derniers grands travaux, c'est à l'époque de Sidi Mohamed Ben Abdallah qui a reconstruit, en quelque sorte, qui a restauré la grande mosquée de Sigil Massa. Vous êtes content des sondages, c'est Abdelwahed? Oh, très content et je dirais J'en ai que... jamais parlé avec vous. Moi, j'avais souvent Abdallah au téléphone. Il était ravi. Oui, oui, il y a de excité. quoi, j'ai dit, il y a de quoi. Et puis, c'est Abdallah l'a souligné, c'est la première fois qu'on met en place un diagnostic de la sorte. C'est la première fois au Maroc. Disons, s'appuyer sur ça avec un objectif déterminé qui est celui de lancer un appel à manifestation d'intérêt. Et derrière cet appel, nous souhaitons avoir l'implication davantage d'équipes. Tout ça, on le fait pour la première fois au Maroc. Alors, il est à souligner quand même que le diagnostic a été entièrement financé par le département de la culture. Et que la véritable valeur ajoutée par rapport à ce qui est prévu, c'est qu'on va avoir pour la première fois, en termes de quote-part financière dans le financement des fouilles, pour 1 dirham investi par le partenaire, le département de la culture mettra 1,5 dirham. C'est-à-dire qu'on prend la main sur nos fouilles, ce que vous êtes Absolument. en train En plus du fait que déjà notre contribution dans un tel partenariat, c'est mettre, disons, un site. C'est présenter un site à l'étude. Déjà contribuer avec un site archéologique. Alors en plus de ça, nous avons la contribution financière Et qui ça, devient, c'est pas un sujet qui anodin. devient absolument. C'est-à-dire La question du financement de l'archéologie bien sûr. est quelque chose d'absolument. Nous, ça fait des années qu'on sollicite effectivement tous les podcasts, la tu nous dis création dans tous les podcasts, tu nous dis qu'il faut. de la création tout simplement d'une archéologie nationale. On ne peut pas se contenter du financement international. Pour faire de l'archéologie au Maroc, il faut avoir un projet international. Ce qui est très bien. Le Maroc est très bien placé. Il a des programmes, grâce à l'INSAP, d'une très grande qualité et reconnus internationalement. Mais il faut que l'archéologie marocaine ait des financements marocains. Alors, moi, je vais vous dire comment je perçois les choses. Je suis très loin de ce métier-là, mais j'ai l'impression quand même qu'on est devant un moment collectif où on s'intéresse tous un peu plus à notre histoire que d'habitude. Voilà. Voilà. Moi, je dirais c'est une prise de conscience qui vient on le sent dans les podcasts, on le sent dans l'intérêt qu'il y a là-dessus. Et on aurait souhaité l'avoir un peu plus tôt. C'est ça. Parce que pour multiples raisons, il y a un point qui me tient à cœur, c'est que au niveau de l'INSAP, nous avons le profil des âges. Une majorité sous les 4 ou 5 années à venir vont partir à la retraite. On aurait souhaité avoir davantage de moyens au moment où ces gens étaient dans la force de l'âge. Voilà, la force de l'âge, absolument. Mais vaut mieux tard que jamais. Parce que mettre en place de l'archéologie nationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait offrir aux archéologues marocains, qu'ils soient de l'INSAP ou d'ailleurs, ou de l'université marocaine, offrir la possibilité de programmer des recherches indépendamment des centres d'intérêt, en fait, des missions internationales. Bien sûr. Parce que quand on est à l'international, effectivement, les universités étrangères ou les centres de recherche étrangers imposent par la force des choses, ce qui est tout à fait normal dans chaque programme international, leur choix, leur site, les périodes, la technique, etc. Et maintenant, après tant d'années de formation à l'INSAP, je pense que c'est pas les finances qui vont manquer pour financer ça,
Parce qu'il suffit de dire, ben voilà, on aura 10 programmes et qu'il faut faire un appel à programme. Alors, je dirais tout simplement par rapport à ce... C'est un risque, en fait, le diagnostic archéologique. Parce que moi, j'ai pas hésité à accepter, par amitié, à Seyed Abdelwahid Ben Nasser, de chapeauter grâce aux camarades et collègues de l'INSAP et aux étudiants de l'INSAP. Mais c'est très risqué parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de faire ça. Et surtout, les résultats... Mais il est où le risque? Le risque est de ne pas réussir, tout simplement. Et de dire, je vais sur un site qui fait 75 hectares, mais finalement, j'ai rien trouvé. Alors ça, tu peux le faire dans une archéologie programmée. Il se peut qu'une mission, par exemple, soit complètement vide. Parce que... Pas de trouvailles. Vide entre parenthèses, en fait. Parce que là, il fallait convaincre. Il faut trouver des vestiges. Il faut trouver des informations. J'avais la pression, ce que tu es en train de nous dire. Bien sûr. J'avais la pression pour pouvoir déclencher plus grand. Et d'ailleurs, tout le monde est mobilisé jusqu'à la dernière seconde, Donc, H24. Que ça soit étudiant ou professeur qui était... C'est très très amusant quand on a un peu de distance d'imaginer qu'on fouille 24 heures sur 24 des sites qui datent de 1000 ans auxquels on ne s'est pas tellement intéressé pendant 999 ans et 6 mois. Non, et c'est que vrai, là, les 6 c'est derniers vrai. mois, on travaille 24 sur 24. Heureusement, le amusant, site quand même. nous a rendu en quelque sorte la monnaie, mais vraiment d'une façon généreuse. Tu t'attendais à autant de découvertes en 15 jours? J'ai de l'expérience pour Sigil Massa. J'ai travaillé en tant que chef de chantier à Sigil Massa avec Monsieur Ronald Messier, Messier, ouais. en tant que stagiaire d'abord et puis chef de chantier. Et à vrai dire, à un moment donné, vu qu'il y a combien? Il y a plus de 20 ans que je n'ai pas fouillé sur place, je me disais que il se peut que je sois passé complètement à côté de quelque chose. Mais j'ai une connaissance aussi intime du site parce que j'étais vraiment plongé grâce à Ron Messier là-dedans. Et j'avais confiance. Et d'ailleurs, mes collègues qui étaient avec moi, ils doutaient plus que moi. Mais moi, j'étais convaincu qu'on allait... Mais c'est là où on voit, d'après ton ton, et aussi, je fais un pont avec ce que vous nous avez raconté sur les fouilles d'Iroud. C'est là où on voit que cette histoire d'archéologie, de fouilles, c'est bien sûr de la science, de la réflexion, mais c'est aussi beaucoup de feeling, d'intuition, Absolument. de passion, Oui. d'instinct. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est Il y a nécessaire. il y a ça. Et c'est ça qui est le mobilisateur, en fait, de nos énergies. équipes Ouais. et de nos énergies, parce qu'en fait, c'est un travail de groupe. Les collègues, les étudiants, etc. Il fallait mobiliser l'équipe en très peu de temps et c'est pas une mince affaire. Il fallait être à la hauteur et on n'avait pas le choix. Parce que c'est la première fois qu'on envoie une équipe marocaine dans une mission d'une telle ampleur. Et donc, il fallait, avec tous les objectifs qui sont attendus derrière, il fallait être à la hauteur. Alors, On nous, avait l'obligation des résultats. C'est ça. Et vous êtes en train de nous dire qu'il n'y avait rien, en fait, vous avez pris les céramiques depuis les musées. On n'avait Non, pas le non. choix. pas le Et choix. il faut le dire qu'on a mené l'opération, toutes les opérations de A jusqu'à Z. C'est-à-dire, en fait, à la fois, bien évidemment, l'implantation des sondages, les relevés, les photos, l'inventaire du matériel, ce qui est très rare, la datation, les rapports, le stockage du matériel d'une façon extrêmement précise et rigoureuse. Ce qu'il y a aujourd'hui d'exhibé, Et l'exposition. De- Et l'exposition à la Et faire fin. Et l'exposition à ça, la fin. c'est le D'accord. bouquet final, en fait. Alors moi j'ai une question maintenant. Combien de temps vous imaginez que ça va durer ces fouilles? On parle de plusieurs années, j'imagine. 5 ans, 4 ans, 10 ans. 5 années 5 ans. reconductibles. D'accord. Alors maintenant, je voudrais bien que vous nous fassiez un petit peu rêver. Mettez votre imagination au service des auditeurs. Ça passe par l'oreille, donc c'est facile de fantasmer. Qu'est-ce que vous imagineriez, dans les plus grandes espérances, trouver là-bas? Imaginez un peu, dites-nous, vos espérances les plus élevées. C'est-à-dire, ça serait quoi? Plein de choses, d'une part parce que en fait le diagnostic a permis vraiment de Parce que moi, voir je vais la vous poursuivre richesse. pendant rêver. 5 ans. Exactement. Voilà, on va revenir, on va en faire un film de ces fouilles. On va revenir vous voir. C'est ça et- ce qui nous a, Voilà. ce que nous a manqué, c'était ça en fait. C'est quoi? Le film vraiment des 10 jours de diagnostic parce que Alors, c'était on veut bien ça faire de méritait- l'audiovisuel, mais on va le faire avec des téléphones. Ça Radio méritait. Maalif Mais ceci est dit, une radio. il y a des propositions dans ce sens de film justement. C'est une très bonne idée. Ouais. De Alors National dis-moi, qu'est-ce que Geographic. vous espérez trouver? En parlant de films, pardonnez-moi, on a identifié 5 secteurs dans le site de Sigil Massa, mais il y a un 6e secteur qu'on a mis dans le paquet. C'est C'est le fameux Moudawar.
Et le Modawar, Alors, c'est il faut dire ce que c'est que le Modawar, parce que moi, je l'ai découvert il y a une demi-heure. Je ne vais pas faire le spécialiste. C'est un fort almoravide. C'est une forteresse almoravide qui se trouve circulaire, tout à fait. Qu'on voit dans James Bond, le Spectre. Absolument, plusieurs films. Un Teo Sahara de Bernardo Bertolucci, Spectre de Sam Mendes. Spectre, c'est James Bond, on est d'accord. James Bond, oui. Oui, James Bond. James Bond, c'est l'acteur, mais le réalisateur, c'est Sam Mendes. Prince of Persia, Les Sables du Temps, disons plusieurs films de renom ont été tournés dans cette cité. La momie. Donc je dirais par rapport à la question... Juste pour expliquer aux gens qui n'ont pas vu, ils devraient aller voir sur Internet, c'est la limite de l'oral. Mais en fait, quand on le voit un peu rapidement, on a l'impression que c'est un site naturel ou un volcan. Tellement il est comme ça rond en hauteur. En fait, c'est une construction. C'est une construction, c'est une forteresse almoravide. Exactement. Voilà. Absolument. Et donc celle-là aussi va être l'objet de fouilles. Absolument, il va faire l'objet de fouilles. Et je pense que ce site en soi, déjà, il est présentable et il peut faire l'objet de sites visitables. Devenir un site visitable. Moi, j'ai parce une que jusqu'à question, aujourd'hui, un site visitable pour les gens. pour les gens, tout à fait. Voilà. C'est ça ce que je vous posais comme question. Une mise en tourisme assez facile. C'est la question que je vous posais. Est-ce que vous pouvez imaginer dans vos rêves avoir demain ou après-demain un palais almoravide enfoui qui soit restaurable et mis à disposition du public? Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans un scénario positif? Ce que nous espérons au moins, c'est que le site, par exemple, de Sijil Massa, devienne accessible aux visites. Qu'on ait suffisamment de vestiges qui peuvent être montrés au public. À l'instar de ce que nous avons à Volubilis, par exemple, nous avons des structures archéologiques, nous avons des... qui justifient le déplacement d'y aller d'une famille, d'aller voir Volubilis. Alors, si vous voulez, c'est un des objectifs que nous avons. C'est-à-dire que Sijil Massa, on est dans le Tafilalet. Le Tafilalet, à ce jour, il est connu juste par on va dire, les sables ou les dunes de Merzouga. Et les dates. Rajouter à cela quelque chose qui a une charge culturelle, à l'instar de sites visitables, que ce soit Sijil Massa ou le Modawar, constituerait, à mon sens, une véritable valeur ajoutée par rapport au tourisme régional. J'espère qu'on pourra emmener nos enfants voir ces sites. Et c'est quelque chose qu'on a intégré dans le rapport, même si il ne rentrait pas dans les objectifs de la mission. C'est véritablement de faire un diagnostic supplémentaire, en fait, des opérations de protection et de conservation susceptibles de rendre à ce site, on va dire, sa valeur patrimoniale au niveau régional. Il y a 800 000 touristes qui visitent chaque année la région de Tafilalt. Merzouga, El Foud, voilà, Rissani, toute Tafilalt comprise. Moi, alors j'ai une proposition, manque peut-être d'humilité en me lançant là-dedans, mais je suis désolé. Quand on visite des sites archéologiques / touristiques, historiques et touristiques en Europe, il y a très souvent les vrais vestiges qu'on regarde, mais il y a également des mises en scène. C'est-à-dire qu'ils vont en profiter pour vous faire une expo, une reconstitution. Parfois, il y a même des acteurs qui sont en tenue historique ou des petites choses qui sont clairement pas d'époque, mais qui sont une reconstitution de l'époque. Oui. Ça peut avoir l'air un peu kitsch pour vous qui êtes des scientifiques, mais ça aide beaucoup les familles à visualiser un petit peu. Voilà. Et ça, on le fait pas. C'est-à-dire que profiter de ce qu'il y a pour reconstituer ce qui a été et donner une représentation visuelle qui peut beaucoup aider dans la représentation de notre passé. Tout à fait. Mais le plus important dans tout cela, c'est ce qui va motiver tout ça. Ce qui va le motiver, c'est le vestige. Voilà. Et le vestige, c'est le travail. Il est à la base. C'est le travail de l'archéologue. Donc, décider pour que l'on mette en place des programmes sur 5 années reconductibles, c'est justement pour être en mesure d'arriver à quelque chose de consistant. Eh ben, c'est ça. Non, d'autant plus que le site, c'est ça ce qui est absolument incroyable de le dire en 2021, c'est de dire que on ne connaît pas le site correctement. Et tu penses qu'il peut y avoir des coups de théâtre? C'est extraordinaire. Nous, le dernier jour de la mission, on a découvert la première porte connue jusqu'à présent de Sijil Massa. La première. Ça veut dire en fait de la ville. Oui. On a l'enceinte qu'on a en partie fouillée dans l'un des secteurs fouillés. Mais en même temps, tu trouves une porte, tu trouves un trou en fait dans le mur. Tu trouves pas un trou, non. Le trou ne suffit pas parce qu'on est sur un site en fait où des trous sur la muraille, il y en a. Alors comment 40. Tu sais que c'est une porte? Voilà, donc une porte. D'abord, l'encadrement il se forme de 2 tours carrés de part et d'autre. C'est comme Bab Rouah, Bab Agnaou, etc. Il y a 2 tours rapprochées, mais en fait, il n'y a plus la porte à proprement parler où on entrait. D'accord.
Mais par contre, il y a les accès Le tour de garde. au tour de garde. Exactement. D'accord, les escaliers pour faire le guet. Exactement. D'accord. Et donc ça, c'est un élément Caractéristique. indiscutable de l'accès justement à partir de la porte. C'est par la porte qu'on accède. Donc tu as trouvé des escaliers. On a trouvé les escaliers et surtout, on a trouvé la chicane qui faisait la porte, c'est-à-dire en fait, quand tu rentres entre les deux tours, tu as en face de toi un Un mur. pour défendre justement, pour ne pas faciliter l'accès. L'accès. Donc il faut tourner, Ah, c'est-à-dire quand tu rentres dans la cité, la première chose, c'est un mur. c'est ça. D'accord. Et donc, Pour pas que forme tu de puisses rentrer chicane. au galop. Tu peux non, pas, tu peux pas. tu peux pas rentrer. Exactement. Il D'accord. faut vraiment Donc que dès que tu rentres, Il faut après la rentrer porte, dans le mur. C'est Voilà. ça, exactement. c'est une technique de défense, quoi. Exactement. Alors, cette porte a été visitée. Moi, je me suis marré avec Ronald Messier en lui disant, bah, voilà, tu sais, sur ton livre, la photo de la couverture, c'était en fait une porte. C'est pas vrai. Il m'a dit, mais j'ai marché tellement d'années sur cette partie du site, j'ai jamais regardé. Et je lui dis, bah voilà, c'est découvert, on a découvert ça le dernier jour avant. Non, mais je viens de qu'on quitte. découvrir qu'on mettait des murs après les portes pour Pour pas. ne pas Il y a- faciliter l'accès. Il y a aussi les rails du minbar. Alors, les rails de Minbar, c'était justement dans la mosquée Al-Muhad. elle-même. Al-Muhad, d'époque Al-Muhad. Le même style qu'à Marrakech. Pareil. Mais en fait, on n'a pas le Minbar pour ne pas donner des idées aux gens, parce que sur un autre site, quand on disait qu'on a découvert le Minbar, ils pensaient que c'est un minbar en place, etc. Et donc, les Vous avez journalistes... trouvé les rails. les Les rails du minbar. parce que c'est un minbar amovible. Ouais. Et Donc ça donne une idée aussi de la taille de la mosquée. Exactement. Puisqu'il- Tout à fait. Puisqu'il Ça faut renseigne sur la taille de la mosquée. donc la population aussi. De l'orientation de la Qibla, parce qu'un gros problème à Sijil Massa, c'est que l'orientation de la Qibla de la mosquée est déviée de presque 70 à 80 degrés par rapport à la Qibla actuelle, à l'est. C'est beaucoup, 70 degrés. Mais dans les textes juridiques, c'est pas du tout beaucoup, parce que ça peut aller jusqu'à Non, mais au-delà de c'est-à-dire, 90 degrés. Donc Et 90 degrés, c'est un angle droit. c'est un angle droit, c'est ça. C'est ça. Donc 60 degrés, 60 degrés, c'est entre les deux, presque. Et donc, en fait, et on n'avait pas le minbar, le mihrab, on ne savait pas où il était le mihrab de la mosquée de Sijil Massa. vous l'avez trouvé. On ne l'a pas trouvé. Et pourtant, Ron Messier a beaucoup cherché, il a installé pendant des années un sondage pour découvrir le mihrab. Et l'année en 94, je me rappelle très bien, on a fouillé et boum, on a découvert le minbar. Et c'est bon, ça a réglé le problème du mihrab, mais ça a réglé également... C'est des rails, c'est des rails. C'est des Le rails, minbar, en fait, c'est les en rails. bois. Les rails. Oui. Il Non, a mais dit le déjà, minbar, mais en fait, c'est les rails. c'est assez étonnant d'imaginer que ces gens-là mettaient des... C'est quoi? C'est une sorte Des rails en bois, en fait. Le minbar, c'est une structure en bois Parce avec qu'il y avait des une roues. technique aussi qui faisait comme une sorte de mécanisme. Qui le Ça, faisait. c'est à Koutoubia uniquement. à Marrakech, C'est un ouais. élément, c'est un Le mécanisme professeur hydraulique. Teleki nous a raconté ça. C'est ça. Une sorte de gros mécanisme. Exactement, et d'ailleurs très très bien étudié archéologiquement, etc. Avec en fait, on va dire un mécanisme oui. hydraulique qui fait descendre le minbar et tout ce qui entoure le minbar, c'est-à-dire la maqsoura, en fait au moment où le souverain fait la prière, donc on fait une limite en bois, souvent, entre les communs Ouais. et le souverain. Les Almohades étaient très très forts pour mettre en scène les apparitions et les Ah oui, disparitions exactement. Et ça, c'est du vraiment... calife. C'est un calife Ah oui, d'ailleurs. c'est Ça ça. commence C'est un avec Abul calife, Moumen oui. et enfin, il se met en scène. Quoi. Ah oui, Y ça, compris c'est dans très son important. absence. Quoi. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a oublié de noter quelque chose. Oui, j'ai un point quand même à Je soulever, vous si vous écoute. permettez, ça relève de la gestion de la recherche. Je considère personnellement que le pouvoir travailler sur le site du Sijil Massa, avoir plusieurs équipes qui y travaillent, viendrait aider à combler un certain retard. En ce sens que les autres disciplines ou les autres périodes, en l'occurrence la préhistoire, travail pour l'époque préhistorique ou antique, nous avons suffisamment de programmes qui sont mis en œuvre et que la discipline de l'archéologie islamique est un peu à la traîne. Ah bon? Nous avons moins de programmes en époque islamique et ça c'est dû, bien entendu, parmi les facteurs où c'est le manque d'effectifs, mais nous constatons malheureusement que nous avons peu de programmes qui portent sur l'époque médiévale.
Et C'est dommage parce qu'elle est super. Elle est super. cette période médiévale. Paradoxalement, nous sommes un pays musulman et nous connaissons moins de sites, disons, qui permettent de. Mais même à part le côté musulman ou pas musulman, le côté les années almoravides, almohades, c'est super passionnant. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. C'est que toutes les histoires sont extraordinaires. Quoi. Je ne sais pas pourquoi on a du retard là-dedans. Nous avons une histoire glorieuse pour ces époques-là, pour ces dynasties-là. C'est presque dommage de l'appeler Moyen Âge. Mais sur le plan archéologique, il y a encore un effort à faire. Et le fait d'avoir maintenant Sijil Massa, je pense que c'est une chance. Et personnellement, j'espère qu'on aura plusieurs Sijil Massa à l'échelle nationale. C'est une chance parce que derrière, ça va mobiliser la formation, justement, qui faisait défaut. Ouais, ça va être une pompe, quoi. Et ça c'est très important. C'est pas un diagnostic fait par des techniques, on va dire, du début du siècle. C'est un diagnostic qui a été fait selon les règles de l'art et selon les standards internationaux. Et ça, c'est très important parce que ça met en valeur, justement, la formation de l'INSAP, même si, quantitativement, il faut encore former dans le domaine de l'archéologie médiévale, tout simplement parce qu'il y a un besoin énorme à l'échelle de tout le Maroc. Il y a un manque à gagner. Et un manque à gagner par rapport aux autres spécialités. Aux autres spécialités. Merci beaucoup, j'espère que vous allez trouver beaucoup de choses. On reviendra vous voir, hein. Mettez-nous de côté mettez-nous de côté vos découvertes. On viendra vous demander des nouvelles et on va suivre cette enquête policière historique. Ouais. On attend des choses. Hein. On attend, je sais pas moi, le glaive de Youssef Msachfine. Enfin, trouve-nous quelque chose de spectaculaire, mon ami. Fais-nous rêver. Inch'Allah. Merci beaucoup les amis. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.